C'est une histoire un peu folle quand on y pense, non? Ah oui, complètement. Imaginez un peu le tableau. Vous consacrez votre vie à nettoyer le web, à traquer la désinformation, la haine en ligne, et paf, c'est vous qui vous faites sanctionner. Et pas par n'importe qui. Non, par les États-Unis, qui vous accusent de censure. C'est le monde à l'envers. On a l'impression que le pompier est accusé d'être le pyromane. C'est exactement ça, le monde à l'envers. Et c'est justement ce qui rend cette histoire si révélatrice. Hmm. Ce n'est pas juste une anecdote administrative un peu bizarre. C'est un symptôme, le signal, si on veut, d'une fièvre beaucoup plus profonde qui agite les relations entre les puissances à l'ère du numérique. Donc le cas de cette personne devient un prétexte. Un prétexte pour une démonstration de force, tout à fait. C'est donc là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. On va essayer de décortiquer cette tension géopolitique qui monte autour de la régulation des géants de la tech. D'accord. Notre base, c'est un texte très percutant du laboratoire d'analyse des grands discours contemporains qui a été publié dans La Société observée sous la loupe. Et le titre, déjà, il annonce la couleur. Mhm. Trump interdit de séjour ceux qui veulent réguler la tech américaine. On sent que derrière ce titre un peu choc, il y a une véritable guerre d'influence. Absolument. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser le cas de ce militant britannique, Imran Ahmed, comme une sorte de loupe Ah oui? pour examiner un conflit qui en fait nous dépasse tous. Ce n'est pas vraiment son histoire personnelle qui est au centre, mais ce qu'elle représente. On est vraiment face à l'affrontement de deux plaques tectoniques, si je puis dire. C'est une bonne image. D'un côté, une vision du monde qui veut encadrer Internet pour protéger les citoyens, et de l'autre, une vision qui défend une liberté quasi absolue, Surtout quand ça touche à leurs entreprises. surtout quand il s'agit de ses propres entreprises. Voilà. La vraie question qui se pose, c'est à qui appartient l'espace numérique? Alors, parlons-en justement de ce cas d'Imran Ahmed. D'après la source, on a donc affaire à un citoyen britannique. Il est à la tête d'une ONG qui lutte contre la désinformation, le good guy sur le papier, quoi. C'est ça. Et du jour au lendemain, l'administration américaine lui signifie qu'il n'est plus le bienvenu. Avec un motif assez incroyable, il exercerait une influence illégitime sur les discours en ligne. C'est quand même fort de café. C'est plus que fort de café. C'est une inversion totale de la charge. Le mot-clé ici, c'est illégitime. Oui, Qui décide de ce qui est légitime? Historiquement, la lutte contre la désinformation s'était vue comme une cause noble, presque un service public. Et là, le pouvoir américain dit non. Votre action, même si elle part d'une bonne intention, est une ingérence. Vous touchez un domaine qui ne vous regarde pas. c'est un message d'une puissance. C'est un message incroyablement puissant. D'autant plus que, comme le souligne la source avec une ironie assez mordante, il n'avait même pas prévu de se rendre aux États-Unis. La phrase est géniale, je trouve. Ah oui? Vous combattez les trolls et la haine, et la sanction, c'est l'expulsion symbolique d'un territoire que vous n'aviez même pas l'intention de fouler. C'est ça. C'est donc une punition purement politique, c'est un carton rouge en fait, brandi à la face du monde. C'est exactement l'analyse du texte. Ahmed n'est pas la cible, il est le message. Il est le message. Les législateurs, les régulateurs, les autres militants en Europe ou ailleurs. Le message, c'est attention. Ne franchissez pas la ligne. Voilà. Si vous essayez de mettre des règles à nos champions nationaux de la tech, vous serez considérés comme des adversaires. La logique américaine, telle qu'elle est décrite ici, elle est simple. La régulation, même venant d'un allié, est une menace. Une menace, d'accord. Mais une menace pourquoi au juste? Pour la liberté d'expression? C'est ça l'argument officiel? J'ai un peu de mal à croire que ce soit aussi simple. C'est là que ça devient intéressant. L'argument de la liberté d'expression, c'est la façade, c'est le bouclier idéologique. Et c'est un bouclier très efficace parce que, qui peut être contre la liberté d'expression? Personne. Mais derrière, la source suggère deux menaces bien plus concrètes pour Washington. La première, c'est une menace pour un modèle économique, celui qui a fait la fortune de la Silicon Valley, un modèle basé sur l'engagement à tout prix. Même si c'est de la colère. Même si cet engagement est nourri par la colère et la désinformation. Et la deuxième menace, elle est géopolitique. D'accord. Réguler les GAFAM, c'est toucher à un des principaux outils de la puissance et de l'influence américaine dans le monde. Donc, en s'attaquant à Facebook ou Google, Imran Ahmed ne critique pas juste une entreprise. Il défie la souveraineté américaine. Aux yeux de Washington, c'était exactement ça. Il la défie. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du conflit. D'un côté, il y a cette approche américaine, et de l'autre, l'approche européenne, qui est de plus en plus affirmée. La source cite le fameux Digital Services Act, le DSA. Oui, Pour ceux qui ne sont pas les spécialistes, on peut résumer rapidement ce que c'est? bien sûr. Le plus simple, c'est de voir le DSA comme une sorte de code de la route pour les autoroutes de l'information.
Pendant des années, les grandes plateformes comme Facebook ou YouTube disaient en gros « Nous, on est un simple hébergeur, on ne fait que fournir le bitume. Ce que les voitures font dessus, ça ne nous regarde pas. » La fameuse neutralité. Voilà. Le DSA vient mettre fin à ça. Il dit « Non, vous êtes aussi responsable de la sécurité sur vos autoroutes. Vous devez retirer les contenus dangereux rapidement, être transparent sur la pub que vous montrez et sur le fonctionnement de vos algorithmes. » C'est l'Europe qui siffle la fin de la récré et qui dit « Votre terrain de jeu, mais nos règles. » C'est tout à fait ça. C'est une vision où l'État reprend son rôle de protecteur, en somme. Le texte parle même de protéger les citoyens contre la violence algorithmique. Le mot est fort. Il est fort et il est juste, je pense. Il change complètement la perspective. Violence algorithmique, ça veut dire que les dégâts causés par les algorithmes, la polarisation, le harcèlement, la propagation de mensonges dangereux, ce ne sont pas des accidents de parcours. Non. Ce sont les conséquences prévisibles, systémiques, d'un modèle qui a été conçu pour maximiser l'attention et les profits, sans se soucier des coûts pour la société. Et l'Europe dit, ces coûts, nous n'en voulons plus. Et en face, la réaction américaine, c'est de voir ça comme une déclaration de guerre, ou presque. Presque. La source utilise un terme très très parlant. Washington perçoit ces lois comme de la coercition extraterritoriale. Ah oui, c'est un vocabulaire de relations internationales très dur, ça. Très dur. En clair, ça veut dire, vous les Européens, vous essayez d'imposer vos lois à nos entreprises sur un territoire Internet qui ne vous appartient pas. C'est une vision quasi impériale du numérique. Et l'idée même qu'un régulateur étranger puisse demander à auditer les algorithmes de Google est vécue comme une offense intolérable. Une offense qui mérite une riposte diplomatique. La source qualifie ça de rupture copernicienne. J'aime bien l'image. On passe d'un univers où tout tournait autour des plateformes à un univers où on essaye de remettre le citoyen au centre. C'est une excellente métaphore. Pendant 20 ou 30 ans, on a vécu sur le mythe fondateur de la Silicon Valley, l'Internet comme une nouvelle frontière, un espace de liberté pure, sans État, où le code fait loi. C'était l'idéologie des débuts, très libertarienne. Cette utopie est terminée. Cette rupture copernicienne, c'est le moment où l'Europe, principalement, dit « Ok, c'est fini. Internet n'est pas une autre planète, c'est le prolongement de nos sociétés. Et dans nos sociétés, il y a des lois, des droits et des devoirs. » Forcément, ça doit être un choc. Pour ceux qui ont bâti leur empire sur l'absence de règles, c'est un choc violent. Ce qui me fascine aussi, c'est comment cette guerre se joue avec les mots. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Celui qui veut protéger, il est traité de censeur. Oui. Celui qui demande de la transparence est accusé d'attaquer la liberté. On marche sur la tête. Mais c'est la base de la guerre de l'information, le cadrage. C'est une stratégie brillante et redoutable. Vous prenez un mot à la connotation universellement positive, liberté, et vous en faites votre étendard. C'est imparable. C'est imparable. À partir de là, quiconque n'est pas d'accord avec votre définition très particulière de la liberté, qui inclut le droit de ne pas être régulé, devient un ennemi de la liberté. Vous obligez l'autre à passer son temps à se justifier, à dire « Mais non, je ne suis pas pour la censure, je suis pour la responsabilité. » Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le mot « censeur » a été prononcé et il laisse une trace. Et la source montre bien cette opposition de vocabulaire. À Paris ou Berlin, on parle de souveraineté numérique, de légitimité démocratique. À Washington, on répond « liberté américaine, premier amendement ». C'est un dialogue de sourds où chacun brandit ses propres totems. C'est plus qu'un dialogue de sourds, c'est une lutte pour imposer sa vision du monde. Comme l'explique bien l'analyse, ces mots ne sont pas choisis pour clarifier le débat. Non, pour disqualifier. Mais pour disqualifier l'adversaire. Quand les Européens parlent de souveraineté numérique, ils disent en fait « nous refusons d'être une colonie numérique ». C'est un discours de décolonisation en quelque sorte. Oui, je vois. La réponse américaine, en brandissant la liberté, elle élève le débat à un niveau quasi religieux. Ce n'est plus un débat technique sur la modération de contenu, c'est une croisade idéologique. Et dans une croisade, il n'y a pas de compromis. Voilà, pas de compromis possible. Et on voit bien que ce n'est pas qu'une querelle d'experts. Le texte dit que ça façonne bel et bien les frontières de demain. Ça a des conséquences bien réelles. Évidemment, derrière les mots, il y a le pouvoir. Le pouvoir de fixer les normes techniques, le pouvoir de collecter les données, le pouvoir d'orienter l'opinion publique. L'analyse le dit très bien, on a quitté l'âge de l'Internet comme zone de non-droit idyllique. C'est fini, ça. On est entré dans l'ère de l'Internet comme espace de pouvoir, un nouveau continent à conquérir et à administrer. Et dans cet espace, comme dans le monde physique, il y a des rapports de force.
Et l'interdiction de ce jour d'Imran Ahmed, c'est ça. C'est exactement ça, un acte de puissance pure. C'est dire, c'est nous qui avons le pouvoir de police dans cet espace, et nous punirons ceux qui contestent notre ordre. Ce qui nous ramène à l'idée de départ. Le cas d'Ahmed n'est qu'un prétexte. Le vrai combat, c'est contre une idée. C'est ça. Idée, nous dit le texte, qu'Internet devrait aussi être un espace qui protège ses utilisateurs. C'est cette idée-là qui est devenue subversive, en fait. Exactement. L'offensive, elle ne vise pas une loi en particulier ou un militant. Elle vise un principe fondamental. Celui qui veut que la puissance publique, agissant en nom des citoyens, ait le droit de fixer des limites à la puissance privée, même la plus colossale. C'est une remise en cause de décennies de laisser faire. dérégulation et de laisser faire. C'est ce principe qui est jugé inacceptable par une partie de l'establishment américain, parce qu'il ouvre la porte à un tout autre modèle de société numérique. Du coup, ça change toute la perspective. La question n'est plus est-ce qu'Imran Ahmed a le droit d'aller aux États-Unis? On s'en fiche un peu, au fond. C'est ça. La vraie question est beaucoup, beaucoup plus large. La vraie question, et c'est la conclusion de l'analyse, c'est celle-ci. Qui décide de ce qui compte dans nos démocraties numériques? Voilà. C'est ça, l'enjeu final. Est-ce que ce sont les parlements, élus par les peuples, qui fixent les règles du jeu pour protéger l'intérêt général? Ou est-ce que ce sont les conseils d'administration de quelques entreprises de la côte ouest américaine, agissant pour l'intérêt de leurs actionnaires et protégés par la puissance diplomatique de leur État? Toute cette affaire se résume à cette lutte pour le pouvoir normatif. Quand on prend un peu de recul, c'est vertigineux. Ce qui frappe, c'est de voir comment un simple refus de visa, une histoire qui aurait pu rester dans les faits divers, révèle en fait une fracture géopolitique aussi profonde. On a d'un côté cette vision européenne de la protection, qui prend acte des dangers du numérique, Oui. et de l'autre, cette défense quasi-religieuse de la liberté à l'américaine qui protège un modèle d'affaires incroyablement puissant. Et au milieu de cette fracture, il y a cette guerre des mots, cette bataille pour définir qui est le censeur et qui est le libérateur. C'est une lutte pour le contrôle du récit. Et c'est crucial. Celui qui gagne cette bataille sémantique a de grandes chances de gagner la bataille réglementaire qui suit. On comprend bien mieux les enjeux maintenant. Le cas d'Ahmed, c'est finalement la partie visible d'un iceberg immense. Un iceberg de pouvoir, d'argent et d'idéologie. C'est un conflit qui va définir les règles du jeu pour des décennies. Et pour aller encore un peu plus loin, peut-être, en prolongeant la réflexion de la source, si on accepte qu'Internet est cet espace de pouvoir transnational, mais que les règles sont de plus en plus dictées par les intérêts d'une seule nation et de ses entreprises, ça pose une question redoutable. Laquelle ? Comment les autres démocraties peuvent-elles préserver leur souveraineté, leur propre modèle social, sans être systématiquement accusées d'être des ennemis de la liberté? La question n'est plus seulement qui décide, mais comment une décision collective et démocratique est-elle encore possible face à un pouvoir aussi concentré? Et à ça, on n'a pas encore la réponse. On n'a pas encore la réponse, et c'est peut-être le plus grand défi politique du XXIe siècle.